Ma première étape, le château de Ciernion, qui fait partie des biens légués à l'État belge par le roi Léopold II en 1903, dans le cadre de la donation royale. Et l'État s'empressa de réserver le château à l'usage unique de la famille royale. J'adore ce genre de politesse. C'est comme si je t'offre un smartphone, mais tu m'en réserves l'usage. Bon, ne reste pas là, y a rien à voir. Ici, le château Gemep, à Argimont. Lui aussi, il est privé. En passant par Nassogne, rue de la Font-Blanche, une jolie aire pour respirer et se rafraîchir. Arrivé à Huibrin, près de Oufalis, qui sera ma base de recherche. Voici le bistrot qui clôturera les 3 journées passées là-bas. Le Bastognard est le dernier bistrot d'origine, où la convivialité et l'accueil n'est pas un vain mot. Pour le logement, j'ai choisi le Bed and Breakfast Music City. J'ai la chambre Elvis, oh yeah! Et le samedi soir, c'est fiesta dans l'hôtel. Première recherche. Villers-sur-Semois, l'église Saint-Martin. L'hôtel repose sur un ancien hôtel païen à 4 faces. Alors je voulais vraiment le photographier. Mais hélas, Dieu ayant peur de se faire voler, l'église est fermée. Alors une petite balade dans le village, jolies fleurs et ancien lavoir. Deuxième recherche, le trou des fées. Facile à trouver, l'emplacement est indiqué. Ces jolis dessins sur les arbres ne proviennent pas des fées, mais de petits coléoptères typographes qui, hélas, ont abîmé beaucoup des épicéas plantés en 1954. L'endroit est agréable à la promenade. Toutefois, ne faites pas comme moi. Si vous recherchez le trou des fées, il est à l'orée du bois. Le voici. La croyance populaire veut que ce soit un accès à la résidence des fées. À voir les gravures sur les parois, j'ai comme un doute sur l'amabilité des dites fées. Il y a moyen de passer dans la galerie à condition de se mettre à genoux car elle est plutôt basse. Enfin voilà à quoi elle ressemble. On raconte qu'un professeur eut l'idée d'explorer les lieux en compagnie d'un ouvrier, avec une pelle et une pioche. Mais au premier coup de pioche, le professeur s'effondra, mort. Étape suivante, le centre d'art contemporain de Montauban, dans les ruines d'un ancien site métallurgique. L'exposition s'intitule « Séquences et vibrations ». Ici, ces 2 paraboles en acier sont l'œuvre de Anne-Marie Clénès, en collaboration avec Xavier Kayser du laboratoire acoustique de l'Université de Liège. Il suffit de parler sans élever la voix devant une parabole pour que le son soit transmis à l'autre, qui est distant de 23 mètres. Le lieu est magnifique. À savoir, la métallurgie d'autrefois nécessitait en plus des minéraux, de l'eau pour la force motrice et utilisait du charbon de bois comme combustible bon marché. Voilà pourquoi les industries choisissaient un emplacement comme celui-ci, à proximité d'un bois. Ici, une partie de l'exposition.
Véritable référence en architecture moderne, le musée lapidaire de Montauban s'intègre parfaitement dans le paysage. En 1956, il fut décidé de construire sur ce site un musée destiné à abriter les découvertes archéologiques. Le défi était que le musée puisse exister en pleine forêt, sans surveillance, sans équipement et sans entretien. Le site de Montauban était déjà habité 2000 ans avant notre ère. Ce sont les Romains qui le fortifièrent pour résister aux invasions germaniques. Grâce à une source d'eau à proximité des fortifications, il n'était pas nécessaire de descendre dans la vallée pour chercher de l'eau. Question. Une moissonneuse, ça se tire ou ça se pousse? Eh bien, c'est ici aussi, grâce à une gravure, que nous savons maintenant le fonctionnement des premières moissonneuses. Oui, ça se pousse. Il est encore temps, pour moi et j'espère, de rechercher ce village perdu, ce village déplacé à Rochecourt. Car si effectivement trouver Rochecourt ne semble pas d'une grande difficulté, il faut savoir que ce village n'était pas là autrefois, mais 1 kilomètre à côté. Au XVIe siècle, le village de Lacour fut dévasté par la peste. Il est probable qu'une partie des habitants fuirent. Il resta un seul homme. Les règlements de l'époque indiquent que l'on devait enterrer les cadavres des pestiférés ou plus tard 6 heures après la mort. La tâche est extrêmement dangereuse pour les porteurs de mort. Aussi cet homme, qui devint le fossoyeur forcé de tous ses concitoyens, et pour éviter le contact, il les traînait avec un crochet. Le champ d'enfouissement des corps fut nommé Os au champ, et le village abandonné reconstruit 1 kilomètre plus au nord, et porte le nom de Rachecourt. Ni le bétail ni les chevaux ne se rendent compte qu'il foule un ancien cimetière, et le nouveau village ne garde en souvenir de ce cruel épisode qu'un nom de rue menant à son ancien emplacement. Rachecourt est connu actuellement pour sa fête de la pomme au début de l'automne. Aujourd'hui, direction le Chesley, dans le village de Béris-Ménil, plus exactement perdu dans un bois de Béris-Ménil. Cette ancienne forteresse celtique serait le repère de tous les elfes. La première occupation du Chesley remonte aux alentours de 519 avant notre ère. C'est la plus grande forteresse celtique, avec un rempart long de 1700 mètres. Selon une légende locale, se trouverait au centre de la forteresse un puits gardé par une chèvre d'or. Un trésor y est visible un jour de l'année seulement, pendant la messe de minuit à Noël. Mais il faut offrir une poule noire et ne proférer aucune parole, faute de quoi le coffre contenant le trésor se transforme en une bête gluante. C'est bien ici qu'est censé être l'endroit où tous les elfes se réunissent. Mais pas au milieu de la journée, bien entendu. Dernière de mes étapes prévues, la recherche d'un tunnel abandonné de 2,5 km de long. En 1827, le souverain des Pays-Bas, qui administrait la Belgique et le Luxembourg, c'était juste avant l'indépendance belge, voulait sortir de l'isolement commercial cette portion de territoire entre les Ardennes et le Grand-Duché du Luxembourg, par le transport fluvial entre la Meuse et le Rhin. Mais franchir une colline de 60 mètres aurait nécessité un trop grand nombre d'écluses. Aussi le percement d'un tunnel fut décidé,
Ici encore, un petit sentier pas facilement accessible. Autant vous dire que les PMR ils passeront pas par ici. L'ancien canal est bien là, mais complètement à l'abandon aussi. Eh bien zut, pas de bol, je pensais que suivre le canal suffirait pour atteindre le tunnel, mais apparemment je ne sais pas suivre la berge. Trop pentu, trop boisé, je dois donc faire un détour par le bois. Mais le chantier était difficile, et le chemin de fer naissant rendait le transport fluvial beaucoup moins vital au développement économique, et la liaison fut tout simplement inutile et abandonnée. Encore un endroit de l'histoire qui est devenu complètement inapprochable. J'avais espéré trouver ces endroits dans un meilleur état. En attendant, ça fut toujours de belles balades, assez agréables, je dois dire, et il y a toujours quelque chose à voir dans ce tout petit pays qui est la Belgique.